À la source d'innombrables mythes et légendes des pays scandinaves, les aurores boréales fascinent les hommes depuis des millénaires. Aussi belles soient-elles, elles n'en demeurent pas moins une menace. Car les tempêtes solaires qui les provoquent peuvent dans certains cas affecter le trafic aérien, les réseaux électriques et de téléphonie mobile, ainsi que le sens de l'orientation des animaux. Partout dans le monde, des scientifiques travaillent sans relâche pour mieux comprendre et anticiper leur apparition. Le Soleil, l'étoile la plus proche de nous, est le berceau des aurores boréales. Outre la lumière, le Soleil émet un flux de particules qui constitue le vent solaire. Chargées électriquement, ces petites particules se déplacent à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Entraînant avec lui le champ magnétique du Soleil, le vent solaire interagit avec le champ magnétique de la Terre. Ce processus s'inscrit dans ce qu'on appelle la météo spatiale. Avant d'entrer dans l'atmosphère terrestre, les particules de vent solaire s'accumulent dans l'environnement spatial de la Terre, côté nuit, au niveau de l'équateur. Elles y forment des plaques de plasma. Le vent solaire est en partie canalisé le long des lignes du champ magnétique terrestre en direction des pôles, où il rencontre les couches extérieures de l'atmosphère terrestre. Dans cette zone autour des pôles, appelée ovale aurorale, les aurores boréales sont fréquentes. Regardez ce flux de plasma. S'il entrait en contact avec l'ionosphère, nous pourrions voir de très belles aurores boréales. Le groupe de recherche en physique spatiale de l'Université d'Helsinki, dirigé par le professeur Minna Palmroth, tente de résoudre le mystère de ces phénomènes naturels lumineux. Regardez la queue de la magnétosphère. Je pense que quelque chose va bientôt se produire. Elle s'étire. Oui, elle va se déchirer. Ça y est, c'est fait. Grâce au modèle de simulation baptisé Vlasiator qu'elle développe, l'équipe espère acquérir de nouvelles connaissances sur les mécanismes de formation des aurores boréales. Avoir un modèle de l'environnement spatial de la Terre est important, car malheureusement, les observations satellitaires ne nous renseignent que sur les événements passés qui s'y sont produits. Avec un outil qui peut résoudre les équations à l'avance tel que ce modèle, nous pourrons établir un pronostic, similaire à celui d'une prévision météorologique. Voici maintenant un agrandissement. En rouge, ce sont les flux qui se rapprochent de la Terre. En bleu, ceux qui s'en éloignent. Le Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland mène lui aussi des recherches à grande échelle sur l'activité solaire et la météo spatiale. Bonjour. Je vais commencer par le bulletin de météo spatiale du jour. 2 régions ont donné lieu à une activité solaire mineure. On ne sait pas encore exactement comment les vents solaires sont entraînés vers la Terre. Nous observons le Soleil, les vents solaires, la magnétosphère et la stratosphère.
Puis nous établissons nos bulletins météo spatiaux à partir de ces observations. Les prévisions météorologiques spatiales sont importantes car elles permettent de prévoir les tempêtes solaires qui menacent la Terre. Ça y est, on est arrivé à la station. Vous vous en souvenez peut-être depuis le printemps dernier. La neige a fondu. Oui, il n'en reste presque plus. L'Observatoire finlandais de géophysique de Sodankylä, en Laponie, reçoit des chercheurs de l'université japonaise de Nagoya. Claudia Martinez retrouve son collègue Jyrki Manninen et Esa Turunen, le directeur de l'observatoire. Claudia Martinez étudie les ondes radio de très basse fréquence ou ondes VLF. Celles-ci jouent un rôle dans la formation des aurores boréales. Là, je n'entends rien. Oui, ça a disparu, mais ça va revenir. Comment tu le sais? C'est comme ça en général. Je n'ai plus aucun grésillement, juste un sifflement. J'ai analysé environ 20 000 heures. D'après mon expérience, ça va revenir. L'avantage à Sodankylä, c'est que nous avons un environnement sans parasites, ainsi que des appareils de mesure très efficaces et sensibles, les meilleurs du monde pour ce genre de travail. Nous pouvons donc comparer les ondes observées depuis l'espace avec celles captées par cette station. C'est ce que Claudia fait, c'est pour cela qu'elle est là. Les ondes VLF constituent une branche de la recherche sur les aurores boréales. Claudia Martinez étudie comment ces ondes, provenant de l'environnement terrestre, se déplacent dans l'atmosphère. Ça y est, je l'ai entendu, la grande là. Super, c'est comme un entonnoir. Ou plutôt comme un tube plastique qu'on aurait rempli de grains de riz et qu'on secourait. C'est exactement le même bruit. C'est cool. Je l'ai entendu. L'étude des ondes de très basse fréquence se justifie d'autant plus que celles-ci ont aussi un impact sur la température de l'atmosphère. Nous avons pu mesurer des particules de haute énergie qui étaient entrées dans l'atmosphère et qui ont provoqué des aurores boréales. Ces particules pénètrent dans l'atmosphère plus profondément que les autres et nous voulons déterminer les modifications chimiques qui en résultent. En pénétrant profondément dans l'atmosphère, ces particules peuvent contribuer à une réduction de la concentration d'ozone, qui peut à son tour entraîner des fluctuations de température atmosphérique. Une tempête solaire correspond à une forte éruption de particules en provenance du Soleil. Ce phénomène peut avoir des conséquences dévastatrices. Paralysie du trafic aérien, dommages occasionnés aux satellites, interruption des réseaux électriques et informatiques, sans oublier les retombées économiques considérables. La tempête solaire la plus violente jamais enregistrée remonte à 1859. Lorsqu'elle a atteint la Terre, des étincelles ont jailli des câbles télégraphiques, déclenchant des incendies dans des bureaux de télégraphe. Les aurores boréales qu'elle a produites ont été visibles jusque dans les Caraïbes. C'est surtout par ses conséquences indirectes que l'impact de la tempête solaire de 1859 a été visible. À l'époque, les gens ne pouvaient pas voir comment les particules solaires frappaient l'atmosphère terrestre. En revanche, ils ont pu observer les aurores boréales et les aiguilles des boussoles qui s'affolaient. La NASA classe les tempêtes solaires sur une échelle de 1 à 5 en fonction de leur intensité. Il existe par ailleurs 3 catégories qui décrivent les effets de ces tempêtes solaires sur la Terre. C'est pourquoi nous avons besoin du modèle Vlasiator. Grâce à lui, nous pourrons analyser des événements de l'ampleur de la tempête de 1859.
et en estimer les conséquences. En 2012, la Terre a échappé de peu à une tempête solaire majeure. Nous avons ici des images prises par notre matériel d'observation ultraviolet en juillet 2012. Cette éruption électromagnétique, c'est la tempête solaire. L'éruption s'est accompagnée d'une éjection massive de masse coronale. Des milliards de tonnes de matière, de plasma solaire, ont été rejetés dans le système solaire environnant. Le cercle jaune ici, c'est la Terre. Le vert, c'est Vénus. Et là, c'est Mercure. Le cercle rouge, c'est Mars. Comme le modèle de prévision l'a également montré, la Terre a eu beaucoup de chance. La masse coronale a été éjectée dans la direction opposée. Dans le cas contraire, cela aurait provoqué une tempête extrême qui aurait pu affecter les réseaux électriques. La NASA poursuit ses recherches et met au point des méthodes pour préparer les populations à des tempêtes solaires d'une exceptionnelle intensité. Le processus physique qui désigne la façon dont la météo spatiale peut affecter les réseaux électriques s'appelle l'induction. Lorsque des tempêtes solaires s'abattent sur le champ magnétique terrestre, elles perturbent considérablement les courants électriques qui gravitent autour de la Terre. Le réseau électrique terrestre agit comme une antenne pour ces perturbations qui ont lieu à proximité de notre planète. Et le courant supplémentaire produit dans les lignes de transmission affecte les transformateurs. L'étude de l'environnement spatial de la Terre est d'une importance capitale. En effet, nos sociétés modernes dépendent largement des satellites et des données qu'ils transmettent. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point nous dépendons au quotidien des satellites, des téléphones, des GPS et d'Internet. Quand Internet rame, c'est déjà exaspérant. Alors imaginez un satellite qui tombe en panne. On serait soudain privé de GPS. Il est donc essentiel de comprendre tous les mécanismes. La météorologie spatiale est actuellement au même niveau de développement que la météorologie terrestre des années 1950. Maanpäällisen sään ennustaminen oli joskus 50-luvulla. Että vielä ei tiedetä, että Nous ne pouvons donc pas encore prévoir si un événement qui affectera les infrastructures et contre lequel nous devons nous protéger se produira demain. Mais nous progressons. Me ollaan menossa sinne päin. Le modèle Vlasiator, développé par le groupe de recherche en physique spatiale de l'Université d'Helsinki, peut également servir à étudier les tempêtes de particules magnétosphériques. Ce phénomène, qui se produit à proximité de la Terre, engendre des aurores boréales de forte intensité. Dans un premier temps, l'aurore boréale forme un arc régulier à l'horizon nord. Puis cet arc s'élève en direction du sud. Du point de vue de l'observateur, il monte dans le ciel. Et à un moment donné, de façon imprévisible, cette forme aurorale explose quasiment. Nous avons de belles images de ces tempêtes de particules aurorales. On voit les couleurs intenses et les mouvements rapides. Leur vitesse est estimée à 100 km par seconde. La phase éruptive est la plus belle. Elle peut durer jusqu'à 2 minutes, voire entre 5 et 10 quand les conditions sont bonnes, plus rarement une demi-heure. Et le phénomène peut se répéter. Depuis la Terre, il est possible de voir ces tempêtes de particules à plusieurs endroits, côté nuit. Du fait de la rotation de notre planète, les aurores boréales peuvent se produire toutes les 2 à 3 heures.
Le problème avec ce type de tempête est qu'elles sont liées à une rupture de la queue de la magnétosphère, qui s'étire à n'en plus finir au sein du champ magnétique. Ballottée par le vent solaire, elle finit par se détacher et se perd dans l'espace. Lorsque cela arrive, l'aurore boréale fait soudain son apparition dans le ciel. C'est un phénomène très imprévisible. On ne sait pas quand cette rupture va se produire. Nous essayons donc actuellement de comprendre pourquoi et quand la queue magnétosphérique finit par rompre. C'est certainement une des questions centrales de la physique spatiale. Et tout le monde, d'une façon ou d'une autre, se penche sur ce problème. Les aurores boréales fascinent des milliers de photographes dans le monde entier. Antti Pietikäinen, un Finlandais de Muonio, est l'un d'entre eux. Il rêvait depuis longtemps d'aménager un bus pour ses sorties photos. Derrière, ce sera la chambre. Il y aura un lit de 1,20 m de large et à côté, des lits plus petits. En hiver, il faut pouvoir chauffer. J'ai encore quelques mois pour terminer d'aménager le véhicule. Ensuite, j'aurai un camp de base agréable où passer la nuit et manger. Avec l'électricité, on pourra travailler en attendant les aurores boréales et une météo favorable. Il y a encore beaucoup à faire. Mais le véhicule est en état de marche. Voici l'appareil photo le plus moderne utilisé par l'Observatoire de géophysique de Sodankylä pour les aurores boréales. L'université de Nagoya l'a mis à notre disposition. Il est très rapide, il prend 100 clichés par seconde. Avec un objectif grand angle, nous pouvons photographier le ciel entier et étudier les aurores boréales pulsantes. Les aurores pulsantes se produisent généralement en fin de nuit. Elles apparaissent dans le ciel à la suite des aurores dites actives, qui brillent en continu. Lorsque l'aurore boréale active se calme, on voit apparaître une aurore boréale de faible intensité lumineuse et de couleur verte, qui emplit tout le ciel et forme comme un fond diffus. Et tout à coup, elle se met à clignoter. Nous ne pouvons pas encore dire quel impact les aurores pulsantes peuvent avoir sur l'atmosphère. Si ce phénomène est lié par exemple au changement provoqué par le réchauffement climatique, et aussi s'il joue un rôle quelconque. Cela s'explique par le fait que les aurores boréales pulsantes n'ont pas encore été suffisamment étudiées. En libre accès pour la plupart, les données recueillies par les chercheurs sont une aide précieuse pour les photographes comme Antti Pietikäinen. Voyons voir les données satellitaires. La polarité du vent solaire est passée du sud au nord, ce qui réduit les chances d'apparition des aurores boréales. Mais cela peut encore changer. Tenez, la polarité vient de s'inverser une nouvelle fois. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Je pense que nous allons encore voir des aurores boréales cette nuit. Et voilà. L'environnement spatial de la Terre est immense. Ces phénomènes se produisent dans un espace de plusieurs millions de kilomètres cubes. Il serait passionnant de pouvoir couvrir toute la zone de satellite, afin de réaliser des mesures empiriques. Il y a déjà quelques satellites en service, et de la Terre, on peut effectuer certaines observations.
Mais l'espace ne pourra jamais faire l'objet de mesures exhaustives qui permettraient d'obtenir une image parfaite. D'où la nécessité de recourir à des modèles. Minna Palmroth a eu l'idée de développer le Vlasiator au début des années 2000. À l'époque, personne n'y croyait. Les gens me disaient « Tu es folle ou quoi? Il n'y a aucun ordinateur assez puissant pour ça. » Je le savais, bien entendu. Il n'y avait que 2 ordinateurs dans le monde qui auraient eu une capacité suffisante. J'aurais eu besoin des 2 à plein temps. Mais je me voyais mal demander « Puis-je, s'il vous plaît, avoir votre ordinateur rien que pour moi ?» Je me disais que c'était peut-être effectivement irréalisable. Depuis la nuit des temps, les aurores boréales alimentent de nombreux mythes. Les peuples vivant autour du cercle arctique sont familiers de ce phénomène lumineux. Leur culture véhicule beaucoup de mythes et de légendes pour expliquer leur origine. Selon un mythe traditionnel très répandu parmi les peuples nordiques, les aurores boréales représentent les esprits des ancêtres réapparaissant dans la vie terrestre. Il y a aussi des histoires de jeunes femmes mortes dans la fleur de l'âge et qui se manifestent dans le ciel. Au Groenland, on raconte que c'est un match de football qui a lieu dans les cieux et que les âmes des ancêtres jouent avec le crâne d'un morse. Le rocher fut projeté en l'air et en heurta un autre. Des milliers d'étincelles volèrent dans les montagnes et les petits arbres prirent feu. Les mythes et les légendes fascinent toujours autant, y compris les touristes. Ce fut un feu terrible, atrocement chaud. Il s'éleva si haut que ses flammes atteignirent le ciel. Monter dans le ciel. Et cette lumière y demeura pour toujours. La lumière des géants, l'aurore boréale. Dans sa thèse, la philosophe Päivi Pishlaya a analysé l'histoire de la recherche sur les aurores boréales. Elle a constaté que les contes populaires présentent de nombreuses similitudes avec les premières théories scientifiques du XVIIIe siècle. Les histoires sont nombreuses et ne sont pas nécessairement en contradiction avec les interprétations des scientifiques. Il s'agit de descriptions de ce que les gens voyaient à l'époque. Eux aussi essayaient de comprendre comment ce phénomène se produisait. S'agissait-il des reflets d'une baleine ou d'un banc de harengs nageant dans l'océan Arctique? Autrement dit, un phénomène optique. Ou bien les aurores boréales étaient-elles causées par les vapeurs sulfureuses qui s'élèvent des volcans polaires? En plus d'être à l'origine des aurores boréales,
Le vent solaire affecte le champ magnétique de la Terre. Or, de nombreux animaux, comme la baleine, en ont besoin pour s'orienter. On soupçonne les tempêtes solaires de perturber notamment l'orientation des cétacés, qui dévieraient de leur itinéraire et finiraient par s'échouer. On sait que les abeilles s'orientent à l'aide du champ magnétique, en se basant sur ces anomalies. On sait que les oiseaux en font autant, de même que les tortues. Alors pourquoi pas les baleines? Mais en tant que physicien, j'ai mis du temps à m'intéresser au sens magnétique chez les baleines. Tout simplement par logique. Je me disais que sous l'eau, elles n'avaient guère de possibilités pour s'orienter. C'est à partir des années 2000 que le physicien Klaus van Zolo s'est intéressé à l'échouage des cétacés. C'est en fait grâce à ma formation en astronomie, la matière secondaire de mon cursus universitaire. Dans ce livre que j'ai eu la chance de découvrir en 2001, j'ai trouvé une figure représentant le minimum de Maunder, une période de faible activité solaire au cours de laquelle il y a eu très peu d'échouages. J'ai donc commencé à regarder quels paramètres de l'activité solaire pouvaient varier. Et c'était le cycle des taches solaires, notamment la durée du cycle. Car un cycle court correspond à une production d'énergie importante et un cycle long à une production d'énergie faible. Et j'ai constaté qu'il y avait davantage de cachalots échoués en mer du Nord en cas de production d'énergie importante. Malgré différents calculs, je suis toujours arrivé au même résultat. Plus d'animaux s'échouent lorsque le cycle est très court, c'est-à-dire lorsque beaucoup d'énergie est libérée dans l'atmosphère. La plupart du temps, les femelles restent avec leurs jeunes jusqu'à ce qu'ils aient entre 10 et 15 ans, près de l'équateur, entre 40 et 45 degrés de latitude nord et sud. Là où les jeunes cétacés grandissent, il n'y a aucune perturbation du champ géomagnétique, ou alors celles-ci sont très faibles. Ce n'est que lorsqu'ils quittent ces régions et mettent le cap vers le nord, vers la mer de Norvège par exemple, qu'ils sont exposés à des changements brusques du champ magnétique. Et s'ils sont malchanceux, il peut arriver qu'ils prennent une mauvaise route dans la partie septentrionale de la mer du Nord, entre les îles Shetland et la Norvège. La NASA pilote elle aussi un projet pour déterminer les raisons qui conduisent les baleines et les dauphins à s'échouer sur les plages. Dans notre projet, nous avons d'abord cherché à savoir si les tempêtes géomagnétiques ou la météo spatiale avaient un impact sur ce phénomène. C'est la question principale à laquelle nous nous sommes attachés dans cette première phase. Il s'avère que pour au moins 3 ensembles de données sur les échouages, à Cape Cod, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, les tempêtes géomagnétiques ne semblent pas être la cause principale. Je pense qu'elles peuvent jouer un rôle. Mais il y a certainement d'autres facteurs environnementaux, certains étant peut-être liés à l'activité humaine, qui conduisent à ces phénomènes. Et est-ce que vous avez une idée de la nature de ces facteurs de risque, s'ils ne sont pas d'origine géomagnétique? Ce sera l'objectif de la deuxième phase du projet. Trouver la combinaison des facteurs environnementaux qui expliquent au mieux les échouages que nous avons observés. Ce n'est pas si simple que cela. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Et de mon point de vue, il faut aborder ce problème sous des angles multiples.
Il faut explorer le comportement social, l'astronomie, mais également la géologie, c'est-à-dire les anomalies, et la biologie. Nous avons tout de même quelques résultats préliminaires indiquant que les vents solaires, du moins ici aux États-Unis, sont en lien avec les échouages des baleines. Il s'agit d'un élément d'information très important que nous allons examiner soigneusement au cours de la prochaine phase. Si vous voulez également inclure la quantité de plancton, de poissons, le tonnage de poissons capturés, vous aurez besoin d'ensembles de données très divers. Oui, absolument. C'est ce qui rend ce projet si passionnant. C'est presque comme un nouveau champ de la science. Quel hiver! Il fait froid et la neige se fait rare. Eh oui, c'est comme ça. On parle de protection contre les grandes tempêtes solaires. Il y a aussi des recherches qui sont menées pour savoir comment ces tempêtes influent sur la météo et si elles nous affectent, nous humains, au même titre que les animaux. Dans les contes et légendes, les aurores boréales s'accompagnent de sons. Les comptes rendus d'expédition font aussi état de ce phénomène, qui intéresse désormais la science. Le photographe Antti Pietikäinen a rendez-vous à l'observatoire de géophysique de Sodankylä. Il veut savoir si les aurores boréales produisent vraiment des sons. Vous avez déjà entendu des aurores boréales? Une fois, je crois, il y a peu de temps. Racontez-moi. Eh bien, c'était en septembre. Il y avait du brouillard, mais Muotkataka se trouvait au-dessus des nuages. Il était dans la couche d'inversion. Puis je me suis soudain demandé s'il n'y avait pas des lagopèdes, parce que j'ai entendu un bruissement. Comme des mouvements dans la neige. Oui, je croyais que c'était des lagopèdes. Avant ça, je n'avais rien entendu. Ce bruissement a duré une dizaine de secondes, puis il a disparu. Le son était-il multidirectionnel? Oui, on ne pouvait pas déterminer sa direction. Cela fait écho à ce que dit mon collègue Untolainen. Les personnes qui ont entendu ces sons n'étaient pas en mesure d'expliquer le phénomène. Selon lui, l'origine du son se trouve quelque part dans la couche limite, entre 70 et 100 mètres environ au-dessus de la surface de la Terre. Là-haut, un champ électrique produirait une onde de pression qui rendrait audible l'aurore boréale. Non pas au niveau de cette dernière, mais à proximité de l'observateur. Mais il s'agit pour le moment d'une simple spéculation. Nous avons essayé de mesurer le son des aurores boréales. C'est très difficile. Jusqu'à présent, nous n'avons obtenu aucun résultat. Le professeur Untolainen a pu effectuer quelques mesures qui montrent une corrélation entre le niveau de pression et la modification du champ magnétique. Cela laisse penser que la météo spatiale pourrait jouer un rôle.
Ce sujet m'intéresse. Si le bruit que les témoins signalent peut être mesuré en tant que grandeur physique, cela signifie qu'il y a transfert d'énergie. Du haut vers le bas. Mais nous ne savons encore rien de précis. C'est un sujet intéressant néanmoins. Dans ce cas, tout du moins, la rupture est provoquée par un changement structurel du champ magnétique. Toutefois, il nous faudrait un modèle 3D pour déterminer si c'est un changement structurel ou un autre facteur qui initie généralement cette rupture. Mina Palmroth et son équipe continuent de travailler sur le Vlasiator, le modèle de prédiction. Avec la version actuelle du Vlasiator, nous modélisons l'environnement spatial de la Terre en 2 dimensions. Nous obtenons ainsi une photographie de cet environnement. Et nous cherchons actuellement à ajouter la 3e dimension. Est-ce qu'on peut passer à la 3D? Nous travaillons déjà avec des superordinateurs, mais nous sommes limités en termes de capacité. Le passage à la 3D nécessiterait une capacité de stockage 1000 fois supérieure. Nous ne l'avons pas pour le moment et nous ne l'aurons pas avant des années. Un modèle en 3 dimensions serait encore plus précis et permettrait de répondre aux questions sur la formation des tempêtes de particules. Dans cette simulation, nous avons l'équivalent d'une sonde spatiale tous les 300 km. Le maillage est donc très dense. Nous travaillons actuellement avec un maillage complet. Chaque point de simulation a la même résolution. Quand on regarde cette image, on voit de vastes zones où il ne se passe rien. On pourrait donc réduire la résolution à ces endroits. Comme ça, on supprimerait les parties qui n'ont aucun intérêt et on augmenterait du même coup la résolution des parties plus intéressantes. Très bien. Donc là, par exemple, les turbulences dans les flancs ne nous intéressent pas. Et si nous réduisions la résolution à ces endroits, est-ce qu'il serait possible d'ajouter la 3e dimension? Oui. Nous pourrions nous concentrer sur les zones présentant des événements intéressants et utiliser une résolution plus faible pour les autres zones. On peut calculer ça? La 3D? Oui, la 3D. Alors, on divise en 2 ça, ça et ça. 400, 15 000, cela nous fait 6 millions de cellules. C'est ce qu'on peut exploiter. Voyons voir ce que ça donne. Une fois au point, le modèle Vlasiator fournira des simulations équivalentes, en termes de précision, à la présence d'un satellite tous les 300 km, ce qui est considérable. Je pense que lorsque nous pourrons lancer une simulation avec des tempêtes de particules, nous serons en mesure de répondre à certaines questions. Je l'espère en tout cas. Et les préamplificateurs des antennes? Ils sont là. Comment les alimentez-vous en énergie? Nous avons 2 batteries de voitures qui nous fournissent l'électricité. Si j'ai bien compris, tu as trouvé des résultats intéressants dans nos données. Oui. C'est en rapport avec le satellite Aracé? Exactement. Claudia a trouvé quelque chose, moi autre chose. Mais ma découverte est récente. Les données d'Aracé ne sont pas à jour. Claudia Martinez recherche dans les ondes très basse fréquence des phénomènes détectables aussi bien sur l'écran du récepteur de Canus-Leto que sur les images prises par le satellite japonais Aracé. Le satellite Aracé est important, car il nous fournit des données sur l'environnement spatial de la Terre. En les modélisant, nous obtenons des informations sur cette zone intermédiaire, sur l'atmosphère et sur la Terre. Voici le satellite et voici la station au sol. Les ondes sont générées ici, au niveau de l'équateur géomagnétique. Puis elles se propagent.
Parfois, elles rebondissent le long des lignes de champs magnétiques, parfois non. Et elles peuvent être détectées par le satellite. Cela nous donne une image instantanée de l'onde à l'instant T. Ensuite, elle poursuit sa route et peut être détectée au sol. Une même onde très basse fréquence peut donc être observée à la fois par le satellite et par la station au sol. Ça, c'est la partie sympa du travail. Ça se présente bien. Oui, le signal est très fort. Que penses-tu de la qualité des données? C'est parfait. C'est encore un peu nuageux. Oui, on ne voit pas beaucoup d'étoiles, mais on pourra voir les arcs. J'espère. Je pense qu'il va falloir attendre à peu près 1 heure. On devrait les apercevoir vers minuit, comme hier. Peut-être un peu plus tôt si on a de la chance. Peut-être que je devrais prendre quelques photos. Oh. Ah, ça y est, ça démarre. Il y a déjà 3 arcs. Parfait, c'est la nuit qu'il fallait. La nuit idéale. Magnifique. Ouais. C'est pour ça que j'habite ici. Et c'est pour ça que je suis venue ici. C'est splendide. Phénomène naturel, les flux de particules peuvent contribuer à réduire les concentrations d'ozone et avoir un impact sur la température de l'atmosphère. En décembre, janvier et février, on voit manifestement qu'il existe une zone homogène, ici, en rouge, entre la Finlande et la Sibérie. Cela signifie qu'entre une activité haute et une activité basse, il y a une augmentation de la température d'environ 4 degrés. Ces dernières années, l'Observatoire de géophysique de Sodankylä, dirigé par Esa Turunen, a essayé de mettre au point un modèle capable de prédire ces changements. Nous avons avancé dans nos recherches. Tout changement chimique qui se produit dans l'atmosphère peut maintenant être inséré dans un modèle de rotation qui calcule l'ensemble de l'atmosphère de la Terre. Ce modèle fonctionne à une altitude comprise entre 0 et 150 km. C'est un grand modèle. Ces calculs doivent être utilisés dans les futurs modèles du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour la première fois, on utilisera des calculs de modèles climatiques qui intègrent les perturbations atmosphériques provoquées par les averses de particules de haute énergie. On pourra ainsi, pendant des décennies, effectuer des calculs avec un modèle climatique qui prend en compte les vents solaires. À l'Institut de physique spatiale de l'Université d'Helsinki, les dernières semaines ont été intenses. Les travaux de développement du modèle Vlasiator approchent de leur terme. C'est fantastique. Ça se présente bien, ça ne sature pas, et on a une structure 3D. On voit bien la transition au niveau de la région spécifiée et cela fonctionne exactement comme nous l'avions prévu. C'est vraiment formidable. Il y avait de sérieux doutes sur la faisabilité du projet. Mais mon équipe a réussi cette simulation test avec brio. C'est une avancée scientifique majeure. Grâce à elle, une partie du mystère concernant la formation des aurores boréales
pourra peut-être être élucidée. S'il ne devait y avoir qu'une question dans ce domaine, ce serait pourquoi les aurores boréales sont-elles plus brillantes du côté nuit de la Terre? Le cœur du sujet, ce sont les tempêtes de particules. Cela fait plus de 40 ans que l'on mène des recherches dans ce sens. Des dizaines de satellites très coûteux ont été lancés. Avec notre modèle de simulation, c'est comme si on avait à présent des satellites un peu partout. Comme si la Finlande avait envoyé quelque chose comme 200 000 satellites dans l'espace. C'est vous dire à quel point le modèle Vlasiator est précis. C'est une grande avancée. C'était le 9 janvier, le jour de mon anniversaire. J'avais terminé d'aménager le bus, on pouvait enfin y passer la nuit. J'y suis allé avec Blue, mon husky de Sibérie. Il avait été opéré quelques semaines plus tôt d'un cancer de l'estomac. Il n'était plus tout jeune, et ce soir-là, il était un peu agité. La soirée touchait à sa fin et j'avais pris de belles photos d'aurore boréale. Je revenais d'une petite promenade avec le chien car il ne pouvait plus aller très loin. Comme à son habitude, il s'est assis à mes côtés près du poêle. À ce moment-là, de la vapeur s'est formée et l'odeur de fumée est devenue de plus en plus forte. Mon cœur s'est mis à battre. Je me suis dit que ça n'annonçait rien de bon. Je n'avais pas encore de détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. J'ai décidé de ne pas passer la nuit dans le bus. J'ai transporté mes affaires dans ma voiture qui était garée 200 mètres plus loin. Quand je suis revenu, Blue était au plus mal. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait descendre du bus plus tôt. Il haletait et était complètement désorienté. Je savais que je devais abréger ses souffrances. Quand ça a été fini, j'ai sorti le chien. Je voulais l'enterrer dans la neige et le récupérer le lendemain, quand j'aurais retrouvé ma lucidité. J'ai enterré le chien, puis j'ai vu de la fumée noire s'élever de la porte latérale du bus. Hello, Claudia. Hi, how are you? Fine, how are you? Good, good. Content de te revoir. Alors il paraît que tu as des nouvelles? Tu as analysé les données enregistrées par le satellite Aracé et par la station de Canusletto. Et tu es en train d'écrire un article scientifique, c'est ça? Tout à fait. L'article est écrit à 85%. Je travaille actuellement sur la discussion. J'espère pouvoir le soumettre dans les prochaines semaines. Claudia Martinez pense que dans un avenir proche, les scientifiques pourront anticiper la façon dont les ondes radio basse fréquence et les particules solaires de l'environnement terrestre se déplacent dans l'atmosphère. Ils pourraient alors avertir les satellites, la Station spatiale internationale et les futures missions spatiales des dangers des orages magnétiques. L'idée est de pouvoir éditer des bulletins de météo spatiale.
de pouvoir prédire comment réagiront les particules, les ondes et tout ce qui se trouve autour de la Terre en cas de tempête solaire ou d'orage géomagnétique. Nous avons vraiment peur de ce qui pourrait arriver si une super tempête solaire frappait la Terre. Nous n'avons encore aucune idée précise de ce qui pourrait alors se passer. C'est une perspective effrayante. Si on me demande ce qu'une tempête équivalente à celle de 1859 peut causer à notre planète, je répondrai que je ne sais pas, car cela n'a pas été étudié. Il faut donc poursuivre les recherches et continuer de développer des modèles de prévision. Questionner les lois de la nature relève de la curiosité humaine. C'est elle qui nous fait progresser et qui contribue à la survie de l'humanité. Tekemällä tätä työtä me teemme tämän matkan mahdolliseksi myös tulevaisuudessa. Les aurores boréales n'ont pas encore livré tous leurs secrets et les scientifiques poursuivent leurs recherches. Pour percer la clé de l'énigme, il leur faudra comprendre avec précision le fonctionnement du Soleil. Il faudra qu'ils comprennent aussi son impact dans la formation des aurores boréales, mais surtout comment cette étoile la plus proche de nous affecte la vie sur Terre.